Le poing de l'agente Manon Dubois percuta la mâchoire de l'homme noir avant même qu'elle n'ait pleinement conscience de son propre geste. Le son sec, brutal, claqua dans le silence du parking désert au bord de la départementale des 42, en Normandie. Un filet de sang s'échappa de la lèvre de l'homme alors qu'il se stabilisait contre sa Mercedes classe E, la main toujours levée dans un geste d'apaisement. Il ne riposta pas, ne proféra aucune insulte. Il se contenta de la regarder avec une expression bien pire que la colère, une reconnaissance mêlée à une profonde, insondable déception. Dans 3 jours, elle entrerait dans la salle de briefing de l'inspection générale de la police nationale et verrait ce même visage. Mais tout commençait ici, dans ce lieu isolé sous un ciel normand bas et gris, avec sa rage à elle et son silence à lui. 15 minutes plus tôt, Manon conduisait sur cette même des 42, la mâchoire si crispée que ses dents lui faisaient mal. Le briefing du matin la brûlait encore comme de l'acide. Le commandant Pierre Lambert avait annoncé le nouveau poste de lieutenant, celui pour lequel elle avait travaillé sans relâche pendant 3 ans, celui qui prouverait enfin qu'elle avait sa place, qu'elle était plus qu'une simple agente en uniforme. Il l'avait donné à Léa Fournier. Léa Fournier, qui était dans la police depuis 2 ans de moins que Manon, qui n'avait pas la moitié de son palmarès d'arrestation, qui souriait trop et parlait de police de proximité comme d'une solution magique et naïve. Les mains de Manon s'étaient agrippées au volant de sa voiture de patrouille jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle avait rempli les dossiers, réussi les examens, tout fait dans les règles, mais ce n'était jamais assez. Sa demande d'heures supplémentaires avait été refusée le mois dernier. Sa suggestion de modifier les itinéraires de patrouille avait été ignorée lors de la réunion de district. Et maintenant, ça. L'insigne de lieutenant revenait à quelqu'un d'autre alors qu'elle restait en uniforme. À 38 ans, elle devait encore faire ses preuves. Elle se battait encore pour un respect qu'elle avait gagné 100 fois. La Mercedes classe noire attira son attention car elle n'avait rien à faire sur cette portion de route un mardi à 15 heures. Des plaques d'immatriculation provisoires sur la lunette arrière, le cadre du concessionnaire encore en place. Le feu arrière gauche présentait une fissure à peine visible, mais suffisante. Manon alluma ses gyrophares et la Mercedes se gara immédiatement. Aucune hésitation, aucune tentative de fuite. Cela aurait dû l'alerter, mais elle ne pensait pas clairement. Elle pensait à Léa qui obtenait sa promotion. Elle pensait à son crédit immobilier qui arrivait à échéance, à sa fille qui avait besoin d'un appareil dentaire et à son mari, Stéphane, qui lui suggérait de changer de métier si celui-ci la rendait si malheureuse. Quand la vitre du conducteur s'abaissa et qu'elle vit l'homme au volant, quelque chose se serra dans sa poitrine. Il était bien habillé, une montre de luxe accrochant la faible lumière du jour, un parfum qui coûtait probablement plus cher que son salaire hebdomadaire. L'intérieur de la Mercedes était impeccable, des sièges en cuir qui semblaient neufs, et il était noir. Cette combinaison déclencha tous ses préjugés en même temps. Elle se pencha vers la fenêtre, sa voix déjà tranchante. Papier du véhicule et permis de conduire. Maintenant. L'homme, Nicolas Leroy, bien qu'elle ne connût pas encore son nom, tendit lentement la main vers sa boîte à gants. Ses mouvements étaient prudents, délibérés, ses mains toujours visibles. Il avait déjà fait ça, il connaissait la danse. Voilà, madame l'agente. Y a-t-il un problème? Sa voix était calme, professionnelle, avec un accent éduqué qui fit grimper le ressentiment de Manon. Il y a un problème avec votre feu arrière. Il est fissuré. C'est une infraction à la sécurité. Nicolas Leroy jeta un coup d'œil dans son rétroviseur, hocha légèrement la tête. Je n'en avais pas connaissance. Je viens de récupérer la voiture hier. Merci de me l'avoir signalé. Je vais la faire réparer aujourd'hui. Sa rationalité ne fit qu'empirer les choses. Manon examina son permis, cherchant la moindre anomalie. Nicolas Eugène Leroy, 51 ans, adresse indiquée dans un complexe d'appartements de la banlieue. L'immatriculation provisoire montrait que la voiture avait été achetée il y a 2 jours chez un concessionnaire de la grande ville voisine. Tout était en règle, ce qui la frustra davantage. Sortez du véhicule, monsieur. L'expression de Nicolas Leroy changea légèrement. La confusion traversa ses traits. Est-ce nécessaire pour une infraction de feu arrière? J'ai dit, sortez du véhicule. La main de Manon se déplaça vers sa ceinture, se posant près de son arme de service. C'était un geste qu'elle avait perfectionné en 14 ans, un geste qui assurait généralement une obéissance immédiate. Nicolas Leroy ouvrit lentement sa portière et se leva, les mains visibles,
sa posture non menaçante. Il était grand, peut-être 1,88 m, les épaules larges mais sans être massif. Il portait un costume bleu marine sur mesure avec une chemise blanche, sans cravate. Il ressemblait à un avocat ou un homme d'affaires, quelqu'un qui avait réussi, quelqu'un qui possédait des choses que Manon désirait et semblait incapable d'obtenir. « Comment pouvez-vous vous payer une voiture comme ça ?» La question sortit avant qu'elle ne puisse la retenir. « Pardon ?» Le ton de Nicolas Leroy resta neutre, mais son regard s'aiguisa. « Quelle est votre profession, monsieur ? Où travaillez-vous ? Je ne vois pas en quoi c'est pertinent pour un contrôle routier. » Manon tourna autour de lui, regardant à travers les vitres de la voiture. « Je sens une odeur de cannabis. Je vais devoir fouiller votre véhicule. » « Il n'y a pas de cannabis dans ma voiture, madame l'agente. Je ne consomme pas de drogue. Je vais avoir besoin que vous consentiez à une fouille. » « Je ne consens pas. »« Vous ne consentez pas ?» Nicolas Leroy la regarda droit dans les yeux. « Non, madame. Je connais mes droits. Je ne consens pas à la fouille de mon véhicule. Vous êtes garé sur la voie publique, conduisant une voiture de luxe avec des plaques provisoires, et vous devenez sur la défensive quand je pose des questions simples. Cela me donne un soupçon raisonnable. Madame l'agente, je n'ai été que coopératif. J'ai fourni mon permis et ma carte grise. J'ai répondu à vos questions, mais je ne consens pas à une fouille. Et à moins que vous n'ayez une cause probable, je suis dans mon droit de refuser. Les gens comme vous connaissent toujours leurs droits, n'est-ce pas ? La voix de Manon suintait le mépris. Les gens comme moi ? Oui. Les gens qui pensent pouvoir tout acheter. Les gens qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. Les gens qui se promènent dans des voitures qu'ils ont probablement volées ou achetées avec l'argent de la drogue et qui crient à la discrimination quand ils se font contrôler. La mâchoire de Nicolas Leroy se contracta, mais sa voix resta maîtrisée. Je vais avoir besoin de votre numéro de matricule. Je souhaite déposer une plainte. Manon eut un rire âpre et amer. Une plainte pourquoi ? Pour avoir fait mon travail ? Pour protéger cette communauté des gens qui n'ont rien à faire ici ? Mon matricule est le 7429. Agente Manon Dubois. Notez-le. Mieux encore, laissez-moi vous aider. Elle sortit son carnet de contraventions et commença à écrire, son stylo appuyant si fort qu'il déchirait presque le papier. Nicolas Leroy glissa la main dans sa veste, se déplaçant lentement vers son téléphone. Je vais enregistrer cette interaction. La main de Manon vola vers son arme. Ne bougez pas. Montrez-moi vos mains. Je prends juste mon téléphone. C'est mon droit d'enregistrer. Mettez les mains en l'air. Maintenant. Nicolas Leroy leva immédiatement les deux mains, le téléphone visible dans sa paume droite. Le cœur de Manon battait à tout rompre dans sa poitrine. Sa formation lui disait une chose, mais sa rage lui en dictait une autre. Elle voyait Léa obtenir sa promotion. Elle voyait le visage déçu de Stéphane à la table du dîner. Elle voyait 14 ans de sa vie passer dans un uniforme pendant que des gens comme cet homme conduisaient des Mercedes, portaient des costumes de luxe et parlaient de leurs droits comme s'ils étaient les victimes. Son poing percuta sa mâchoire avant que la pensée rationnelle ne puisse intervenir. Le son résonna dans le parking désert de la D42, dans le département du Calvados, et le sang coula de sa lèvre alors qu'il se stabilisait contre sa Mercedes, les mains toujours levées, son téléphone tombant sur le bitume. Nicolas Leroy tituba en arrière mais ne tomba pas. Il ne leva pas les mains pour se défendre. Il ne fit rien d'autre que de toucher sa lèvre et de regarder le sang sur ses doigts. La formation de Manon reprit alors le dessus. La partie d'elle qui savait qu'elle avait franchi une ligne, mais sa fierté était maintenant une chose vivante, plus forte que la raison. Elle attrapa son épaule et le fit pivoter, le plaquant contre la voiture. À terre. À terre, maintenant. Nicolas Leroy obtempéra, se mettant prudemment à genoux puis à plat ventre sur l'asphalte. Son costume coûteux se salissait, le gravier s'incrustant dans le tissu. Manon sortit ses menottes de sa ceinture et lui tordit les bras derrière le dos, serrant les menottes plus fort que nécessaire. Elle sentit son corps se tendre, mais il ne résista pas. Il ne parla pas, se contentant de respirer régulièrement par le nez. Son silence était pire que s'il avait crié ou maudit. Cela lui donnait l'impression qu'il la jugeait, qu'il la trouvait insuffisante, et cela la rendit encore plus furieuse.
Une voiture ralentit sur la route, une vieille berline avec une femme au volant. La conductrice s'arrêta sur l'accotement à une dizaine de mètres et Manon vit le téléphone se lever, pointé vers eux. Génial. Simplement parfait. Elle se leva et se dirigea vers la voiture, une main sur sa ceinture. Circulez. C'est une affaire de police. La femme, aux cheveux blancs et au visage sévère, n'abaissa pas son téléphone. Je suis témoin de cette interaction. C'est mon droit. Madame, vous devez quitter les lieux. Vous interférez avec une arrestation. Je suis sur la voie publique et je n'interfère avec rien du tout. J'observe et j'enregistre. Le visage de Manon devint écarlate. Je vous ordonne de partir ou je vous arrête pour obstruction. L'expression de la femme ne changea pas. Je m'appelle Monique Duval. Je suis une juge fédérale à la retraite. Je connais la loi, madame l'agente, et je n'obstrue rien. Je suis un témoin et je reste ici. Manon avait envie de hurler. À la place, elle décrocha sa radio de sa ceinture et appela des renforts, la voix tendue. Ici unité 7429. J'ai besoin de renforts sur la D42, borne kilométrique 18. J'ai un suspect en garde à vue et un civil qui refuse d'obtempérer à l'ordre de quitter les lieux. La voix du répartiteur crépita en retour. Reçu, 7429. Unité en route. Manon retourna vers Nicolas Leroy, qui était resté au sol, exactement comme elle l'avait laissé. Sa joue était pressée contre l'asphalte et le sang avait séché sur sa lèvre, mais il ne se débattait pas et ne se plaignait pas. Elle attrapa son épaule. Levez-vous. Nicolas Leroy se releva prudemment, les mains toujours menottées dans son dos. Manon le guida vers sa voiture de patrouille avec plus de force que nécessaire. 2 véhicules arrivèrent en quelques minutes. L'agent Lucas Chen arriva le premier dans sa voiture de patrouille, sortant avec son expression habituellement prudente. Il était dans la police depuis 6 ans, toujours méticuleux, toujours respectueux des règles. Il regarda Nicolas Leroy, sa lèvre ensanglantée, son costume de luxe, la posture rigide de Manon, et son visage montra de l'incertitude. Dubois, quelle est la situation? Le suspect est devenu violent lors d'un contrôle de routine. A tenté de m'agresser. J'ai dû le maîtriser. Les yeux de Chen se portèrent sur le visage de Nicolas Leroy, sur son expression calme et l'absence de blessure défensive. Il vous a frappé? Il a mis la main à sa veste de manière menaçante. J'ai craint pour ma sécurité. Le deuxième véhicule arriva et Manon sentit un soulagement l'envahir. Le commandant Olivier Girard, son partenaire depuis 8 ans. Son ami, la seule personne du service en qui elle avait une confiance totale. Girard, 42 ans, bâti comme un joueur de rugby, avait la réputation de soutenir ses collègues quoi qu'il arrive. Il sortit de sa voiture banalisée et évalua rapidement la scène. Raconte-moi, Dubois. Le sujet était combatif, a refusé d'obéir aux ordres, a mis la main à sa veste. J'ai dû utiliser la force pour contrôler la situation. Girard hocha la tête, sans poser de questions, sans douter. Sa loyauté était absolue et Manon avait compté là-dessus. Chen semblait toujours mal à l'aise. Quelqu'un d'autre a été témoin du contact initial? La témoin là-bas. Manon fit un geste vers la berline de Monique Duval. Elle est arrivée après les faits. N'a rien vu de pertinent. Chen se dirigea vers Monique tandis que Girard s'approchait de Nicolas Leroy. Vous avez quelque chose à dire? Nicolas Leroy regarda Girard, puis Manon, puis de nouveau Girard. Sa voix était basse mais claire. Agent Dubois, matricule 7429. Vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre carrière. Manon s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. C'est une menace? Vous menacez un officier de police? Parce que je peux ajouter ça aux charges. Aucune menace. Juste un fait que vous comprendrez très bientôt. Girard posa une main sur l'épaule de Manon, la tirant en arrière. Allons le faire enregistrer et le sortir de la rue. Tu pourras rédiger le rapport au commissariat. Chen revint après avoir parlé avec Monique. Son expression était troublée. La témoin dit qu'elle a une vidéo de l'altercation. Elle dit que ça contredit la version de l'agent Dubois. L'estomac de Manon se noua, mais elle garda un visage neutre. Elle est arrivée après que tout soit arrivé.
Elle ne sait pas ce qu'elle a vu. La témoin dit qu'elle vous a vu frapper le suspect alors qu'il était coopératif. C'est un mensonge. Elle essaie de le protéger. Pourquoi ferait-elle ça? Les gens prennent toujours leur parti. Tu sais ça, Chen? Chen ne répondit pas, mais il n'avait pas l'air convaincu. Ils firent monter Nicolas Leroy à l'arrière de la voiture de patrouille de Manon, et alors que Girard fermait la portière, quelque chose tomba de la poche de Leroy sur le sol. Chen le ramassa avant que Manon ne puisse réagir. C'était l'immatriculation provisoire de la Mercedes, et dessus, il y avait une adresse qui glaça le sang de Manon, préfecture du Calvados, inspection générale de la police nationale, 5e étage. Girard le vit aussi, et ses yeux s'écarquillèrent. Il regarda Manon, des questions se formant, mais elle secoua vivement la tête. Chen tendit le papier à Manon sans un mot. Elle le plia et le mit dans sa poche, ses mains tremblant légèrement. Monique Duval était toujours dans sa voiture, son téléphone toujours en train d'enregistrer. Manon s'approcha une dernière fois. Vous devez effacer cette vidéo. C'est une preuve dans une enquête en cours. La juge Duval sourit finement. Cette vidéo sera disponible pour quiconque en aura besoin par les voies légales appropriées. Bonne journée, madame l'agente. Elle s'éloigna et Manon resta sur l'accotement de la D42, regardant ses feux arrière disparaître, sentant l'immatriculation provisoire lui brûler la poche comme une marque au fer rouge. Le commissariat de police de Bayeux sentait le café, le produit de nettoyage et la peur. La peur de Manon, plus précisément, bien qu'elle la dissimulât derrière un masque d'efficacité professionnelle. Elle fit passer Nicolas Leroy par la procédure de garde à vue avec des mains qui voulaient trembler mais ne le firent pas, sa voix stable même si son esprit s'emballait. Leroy resta silencieux pendant la prise d'empreintes, les photographies, l'inventaire de ses biens. Il ne passa aucun appel, ne demanda aucun avocat, se contenta de s'asseoir dans la cellule de dégrisement avec cette même expression calme qui donnait à Manon l'envie de hurler. Elle se retira à son bureau dans la salle de rapport et ouvrit la base de données, tapant « Nicolas Eugène Leroy » avec des doigts qui tremblaient enfin. L'écran se chargea puis s'arrêta, affichant une seule ligne, accès restreint. Habilitation de sécurité de haut niveau requise. Manon fixa les mots. En 14 ans de service, elle n'avait jamais vu cette désignation pour un civil. Les juges l'avaient parfois. Les agents fédéraux, les témoins sous protection, mais pas les gens ordinaires contrôlés pour des infractions routières. Girard apparut à son coude, sa voix basse. On doit parler. Pas ici. Il allèrent sur le parking, se tenant entre les véhicules où personne ne pouvait les entendre. Le visage de Girard était crispé d'inquiétude. L'IGPN? Tu plaisantes? C'est personne. Juste un type avec un boulot au gouvernement. Cette adresse pourrait être n'importe quoi. Cette adresse est le siège de l'inspection générale. Le 5e étage, ce sont les bureaux de la direction. Et son dossier est restreint. Manon, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait mon travail. J'ai arrêté un véhicule suspect et le conducteur est devenu combatif. C'est l'histoire. C'est ce qui s'est passé. Girard se passa une main sur le visage. Je l'ai vu, Dubois. Il n'avait pas l'air combatif. Il avait l'air de quelqu'un qui s'est fait tabasser. Et cette témoin a une vidéo. On ne sait pas ce qu'il y a sur cette vidéo. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait ne rien valoir. Manon, je t'ai déjà couverte. L'histoire du touriste l'an dernier. L'incident avec le gamin dans le parc. Mais là, c'est différent. Parce qu'il travaille pour le département. Ça le rend spécial? Parce que s'il est vraiment de l'IGPN, s'il est vraiment quelqu'un d'important, ça ne va pas se tasser. Ça va devenir un problème. Alors on s'assure que nos histoires correspondent. On s'assure qu'il n'y a pas de faille, pas de question. Tu étais là. Tu l'as vu mettre la main à sa veste. Tu m'as vu me défendre. Girard hésita. Et dans cette hésitation, Manon vit leur partenariat de 8 ans se fissurer. Olivier, j'ai besoin de toi. On est partenaires. On se couvre mutuellement. C'est comme ça que ça marche. Je sais, mais, pas de mais. Combien de fois je t'ai couvert? Ce contrôle d'alcoolémie où tu as laissé partir le fils du conseiller municipal?
Le problème dans la salle des scellés qui t'aurait coûté ton poste? J'ai été là pour toi à chaque fois. Maintenant, j'ai besoin que tu sois là pour moi. La mâchoire de Girard se contracta et finalement, il hocha la tête. D'accord. D'accord. On reste solidaires. Quelle est l'histoire? Il était agressif, a refusé d'obtempérer, a mis la main à sa veste de manière menaçante. J'ai craint pour ma sécurité et j'ai dû utiliser la force. Je suis arrivé sur les lieux et j'ai confirmé ta version, et la témoin n'est pas fiable. N'a pas vu le contact initial. Elle est partiale. Ils retournèrent au commissariat et Manon s'assit pour rédiger son rapport, choisissant chaque mot comme un avocat construisant une narration qui résisterait à l'examen. Le sujet conduisait un véhicule avec un feu arrière fissuré sur la D42 à environ 15 heures. Le contrôle routier a été initié. Le sujet a montré des signes d'agitation et a refusé d'obéir aux injonctions verbales. Lorsqu'il lui a été demandé de sortir du véhicule, le sujet est devenu argumentatif et conflictuel. Le sujet a mis la main à sa veste dans un mouvement soudain qui suggérait l'accès à une arme. L'agente s'est sentie menacée et a employé la force nécessaire pour contrôler la situation et assurer sa sécurité. Le sujet a été maîtrisé et placé en garde à vue sans autre incident. Elle le relut 3 fois, cherchant des failles, n'en trouvant aucune. C'était propre, professionnel, défendable. Le sergent Philippe Bernard apparut à son bureau, son expression indéchiffrable. Bernard avait 55 ans, 30 ans de service et des yeux qui ne manquaient rien. Il était son superviseur depuis 8 ans et leur relation était compliquée. Il la trouvait trop agressive. Elle le trouvait trop mou. Mais ils avaient maintenu un respect professionnel. Raconte-moi le contrôle, Dubois. Manon répéta son histoire, mot pour mot, tirée du rapport. Bernard écouta sans l'interrompre, son visage ne trahissant rien. Et la caméra de bord a eu un dysfonctionnement? J'ai des problèmes avec depuis une semaine. J'ai fait une demande de maintenance mardi dernier. Bernard prit une note. Et tu patrouillais sur la D42 parce que, je suivais des signalements d'activité suspectes dans cette zone. Trafic de drogue, possible véhicule volé. C'est dans mon journal de patrouille de la semaine dernière. Bernard hocha lentement la tête. Et le commandant Girard est arrivé sur les lieux quand? Environ 5 minutes après que j'ai appelé des renforts. Il a observé le suspect en garde à vue et le véhicule du témoin quittant les lieux. Qu'a dit la témoin? Elle a prétendu avoir vu quelque chose qui contredisait ma version, mais elle n'était pas là pour le contact initial. Elle n'a pas vu le sujet mettre la main à sa veste ou devenir agressif. Elle a juste vu la suite et a fait des suppositions. Bernard tapota son stylo contre son bloc-notes. Et l'agent Chen? Chen est arrivé le premier. A confirmé les faits de base. Suspect en garde à vue. Témoin présent. Bernard l'étudia un long moment et Manon garda son visage neutre, professionnel. Juste un autre jour au travail. Rentre chez toi, Dubois. Je m'occupe de la procédure à partir d'ici. Mais le rapport est fait. Tu l'as déposé. Maintenant rentre chez toi. Repose-toi. On réglera ça demain. Manon voulut argumenter, mais le ton de Bernard ne laissait aucune place à la discussion. Elle rassembla ses affaires, croisa le regard de Girard à travers la salle. Il lui fit un petit signe de tête. Elle sortit par la porte de derrière, évitant le hall principal, et monta dans sa voiture personnelle avec des mains qui tremblaient enfin librement. Le trajet jusqu'à la maison dura 20 minutes mais sembla durer des heures. Elle revoyait sans cesse le visage de Nicolas Leroy, ce regard de déception mêlé de reconnaissance. Elle revoyait cette immatriculation provisoire avec l'adresse de l'IGPN. Elle s'imaginait arriver à une réunion lundi matin et le voir là. Son téléphone vibra. Un SMS de Girard. Vient de passer devant le panneau d'affichage. Nouveau directeur adjoint de l'IGPN commence lundi. Nicolas Eugène Leroy. Photo jointe. Manon s'arrêta sur le bord de la route et ouvrit la pièce jointe. C'était lui. Le même visage, la même expression calme, en costume devant un drapeau français. La légende disait, le directeur adjoint Nicolas Leroy apporte 28 ans d'expérience dans les forces de l'ordre et un bilan distingué au sein de la section des droits civiques de la police judiciaire pour diriger les efforts de réforme de l'inspection générale de la police nationale dans le département du Calvados.
Manon resta assise dans sa voiture sur le bord de la route et comprit enfin toute l'étendue de ce qu'elle avait fait. Le samedi matin arriva avec une pluie qui correspondait à l'humeur de Manon. Elle n'avait pas dormi, ne pouvait pas manger, avait passé la nuit à fixer son téléphone et à faire des recherches sur Nicolas Eugène Leroy jusqu'à ce que ses yeux la brûlent. Les informations qu'elle trouva ne firent qu'empirer les choses. Leroy avait commencé sa carrière à la police de Marseille à la fin des années 90. Devenu inspecteur à 29 ans, il était passé à la police judiciaire à 32. Sa spécialité était les violations des droits civiques, les fautes professionnelles policières, les affaires d'usage excessif de la force. Il avait témoigné contre des officiers dans une douzaine d'affaires très médiatisées, obtenu des condamnations, mis fin à des carrières. Il avait été amené dans le Calvados spécifiquement parce que le ministère de la Justice avait ouvert une enquête sur le service de police 6 mois auparavant. Une enquête sur les schémas et pratiques, comme l'appelaient les articles de presse, examinant les problèmes systémiques, la discrimination, l'usage de la force, la responsabilité. Et Manon l'avait frappé au visage. Stéphane la trouva à la table de la cuisine à 6 heures du matin, l'ordinateur portable ouvert, le café froid dans sa tasse. Il était déjà habillé pour sa partie de golf du samedi, clé en main. « Tu ne viens pas te coucher du tout ?» Manon ne leva pas les yeux. « Je n'arrive pas à dormir. » Il s'approcha, vit l'écran, vit la photo officielle de Leroy. « Qu'est-ce que c'est ? Des trucs du boulot ?» Stéphane avait appris au cours de leurs 16 ans de mariage à ne pas trop insister quand Manon devenait comme ça. Il l'embrassa sur le dessus de la tête. « Essaie de te reposer un peu. Je serai de retour cet après-midi. » Elle hocha la tête mais ne répondit pas, déjà en train de parcourir un autre article. Celui-ci détaillait une affaire à Lyon où Leroy avait enquêté sur 3 officiers pour le passage à tabac d'un adolescent noir. L'enquête avait duré 2 ans mais s'était terminée par des accusations fédérales, des peines de prison et une refonte complète des protocoles de formation du service. L'article citait Leroy, les policiers ont un pouvoir énorme, et avec ce pouvoir vient une responsabilité énorme. Lorsque les officiers abusent de ce pouvoir, lorsqu'ils utilisent leur autorité pour nuire plutôt que pour protéger, ils trahissent non seulement leurs victimes, mais aussi chaque officier qui fait son travail avec honneur et intégrité. Mon but n'est pas de punir la police. Mon but est de garantir que la police serve toutes les communautés avec un respect et une justice égaux. Le téléphone de Manon sonna. Girard. Elle répondit immédiatement. Dis-moi que tu as trouvé quelque chose. J'ai trouvé beaucoup de choses, et rien de bon. Il n'est pas seulement de l'IGPN, Manon. C'est une légende. Une carrière à la PJ qui est pratiquement intouchable. Des félicitations de 3 ministres de la Justice différents. C'est le gars qu'on fait venir quand les services sont si corrompus que rien d'autre ne fonctionne. Le conseil départemental du Calvados l'a fait venir pour faire le ménage. La voix de Girard se brisa légèrement. On est tellement foutu. On doit avouer. On ne peut pas. Si on admet qu'on a menti sur le rapport, on est fini. Tous les deux. Carrière terminée, accusation pénale, tout. On est déjà fini. La seule question est de savoir à quel point ça va être grave. Girard, écoute-moi. C'est sa parole contre la nôtre. Il était seul. La témoin n'a pas vu le contact initial. On n'a pas de caméra de bord. C'est une situation de parole contre parole. Et tu penses qu'il va laisser passer ça? Tu penses que Nicolas Leroy, le gars qui a fait tomber des services de police entiers, va juste laisser tomber? Il doit le prouver. Et il ne peut pas. Pas à moins que l'un de nous ne craque. Alors on ne craque pas. Un silence s'étira entre eux. Finalement, Girard parla. J'ai une femme, Manon. 2 enfants. Je ne peux pas perdre ce travail. Tu ne le perdras pas. On reste solidaires. On s'en sortira. Je t'appellerai demain. Manon raccrocha et retourna à ses recherches. Elle trouva le parcours scolaire de Leroy. Licence en droit de l'université Paris Panthéon-Assas, master en administration publique de Sciences Po Paris. Il avait publié des articles dans des revues professionnelles sur les préjugés raciaux dans la police. Il avait enseigné à l'École nationale supérieure de la police. Il avait été marié une fois, divorcé, une fille avocate spécialisée dans les droits civiques à Paris.
Il était exactement le genre de personne que Manon avait passé sa carrière à mépriser. Éduqué, réussi, éloquent. Le genre de personne qui parlait de problèmes systémiques, de préjugés implicites et de réformes comme si ces mots signifiaient quelque chose, comme s'ils n'étaient pas que des excuses pour que les criminels échappent aux conséquences. Le dimanche fut pire. Manon essaya de suivre sa routine normale, lessive, courses, dîner avec Stéphane et leurs 2 enfants, mais tout semblait être un jeu d'acteur, comme si elle évoluait dans la vie de quelqu'un d'autre. Sa fille, Chloé, 16 ans et l'œil vif, le remarqua. « Maman, ça va ? Tu as l'air bizarre. » « Juste fatiguée, chérie. Le travail a été stressant. » Chloé échangea un regard avec son jeune frère, Léo. Ils avaient appris à lire les humeurs de leur mère. Quand elle était stressée par le travail, toute la maison le ressentait. Stéphane essaya de la faire parler au dîner. « Le service te fait encore des misères pour cette promotion ? Quelque chose comme ça. Tu sais, tu n'es pas obligé de rester là-bas. Tu pourrais postuler dans d'autres services. La sécurité privée paie mieux de toute façon. Je ne démissionne pas. Je n'ai pas dit démissionner. J'ai dit d'envisager des options. » La fourchette de Manon claqua contre son assiette plus fort qu'elle ne l'avait prévu. « J'ai passé 14 ans à construire ma carrière. Je ne vais pas jeter ça en l'air parce que les choses deviennent difficiles parfois. » Stéphane leva les mains en signe de reddition. « D'accord. J'essayais juste d'aider. » Après le dîner, Manon s'enferma dans la salle de bain et consulta ses emails sur son téléphone. Elle rédigea un message au représentant syndical, Jacques Rousseau. « Jacques, j'ai besoin de conseils sur une situation. Incident impliquant un officier qui pourrait faire l'objet d'un examen. J'ai besoin de comprendre mes droits et mes options. Pouvons-nous nous rencontrer ? » Elle hésita, le doigt sur le bouton d'envoi. Contacter le syndicat signifiait admettre qu'il y avait un problème, mais ne pas le faire signifiait affronter seul ce qui allait suivre. Elle l'envoya. Rousseau répondit en moins d'1 heure. Lundi matin, 8 heures. Ne discute de l'incident avec personne d'autre avant qu'on ne se parle. Dimanche soir, Manon était allongée dans son lit à côté de Stéphane, écoutant sa respiration régulière dans son sommeil, et vérifia son téléphone pour la 100e fois. Pas de message du service, pas de notifications officielles. Peut-être que ça irait. Peut-être que le roi avait décidé de laisser tomber, de se concentrer sur des problèmes plus importants, de ne pas perdre de temps avec une agente qui avait fait une erreur. À 23h57, son téléphone s'alluma avec un SMS d'un numéro inconnu. Agente Dubois, mon bureau, lundi, 9h précise. Directeur adjoint le roi. Manon se redressa si vite que Stéphane s'agita à côté d'elle. Elle lut le message 3 fois, son cœur battant la chamade. Elle tapa et effaça une demi-douzaine de réponses avant de se décider pour une simple réponse. Reçu. Je serai là. 3 points apparurent immédiatement, montrant qu'il tapait. Puis ils disparurent. Aucune réponse ne vint. Manon passa le reste de la nuit à fixer le plafond, regardant les heures défiler jusqu'à lundi matin. À 5 heures, elle se leva et prit une douche, enfila son uniforme avec des mains tremblantes. Elle arriva au commissariat à 7h30, espérant parler à Rousseau avant la réunion à l'IGPN. Mais en vérifiant ses emails, il y avait un nouveau message du sergent Bernard. Agente Dubois, vous êtes placé en congé administratif, avec effet immédiat, dans l'attente de l'enquête sur l'incident sur la D42. Veuillez vous présenter à mon bureau pour rendre votre insigne et votre arme de service. Vous n'êtes pas autorisé à entrer dans le bâtiment sauf pour les réunions et entretiens officiels. Vous serez informé de votre convocation à l'IGPN séparément. Manon lut l'email 2 fois, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Congé administratif. Tout le monde le saurait. Tout le monde le verrait. Elle était radioactive maintenant. Marqué. Son téléphone sonna. Girard. Je viens de recevoir le même email. On est tous les deux en congé. Oh, mon Dieu. Manon, qu'est-ce qu'on va faire? Retrouve-moi au bureau de Rousseau. 8 heures. Ne parle à personne d'autre. Elle raccrocha et resta assise dans sa voiture sur le parking, regardant les autres officiers arriver pour la relève, les voyant jeter un coup d'œil à sa voiture et détourner rapidement le regard. Les ragots avaient déjà commencé.
Tout le monde savait. À 8 heures précises, elle entra dans le bureau de Jacques Rousseau à la maison des syndicats, de l'autre côté de la rue du commissariat. Girard était déjà là, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Rousseau avait 60 ans, les cheveux blancs et le visage de quelqu'un qui avait vu toutes sortes de scandales policiers et y avait survécu. Il fit signe à Manon de s'asseoir. « Racontez-moi tout. N'omettez rien. Et ne me mentez pas. Je ne peux pas vous aider si je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. » Manon raconta l'histoire qu'elle avait écrite dans son rapport. Rousseau écouta sans expression. Quand elle eut fini, il se tourna vers Girard. « Même histoire ? » « Oui, monsieur. » Rousseau se pencha en arrière dans son fauteuil. « Et la vérité ? » « Quoi ? » ?»« C'est la vérité. Agent de Dubois, je suis représentant syndical depuis 22 ans. J'ai représenté des flics dans des fusillades, des affaires de corruption, tout ce que vous pouvez imaginer. Je sais quand quelqu'un me raconte ce qui s'est passé et quand il me raconte ce qu'il aurait aimé qu'il se passe. Alors, je vais vous demander une dernière fois, que s'est-il vraiment passé lors de ce contrôle routier ? Manon et Girard échangèrent des regards. Aucun ne parla. Rousseau soupira. Très bien. Gardez votre histoire. Mais vous devriez savoir que Nicolas Leroy n'est pas un enquêteur de l'IGPN lambda. C'est la personne qu'on fait venir quand on veut raser un service et le reconstruire sur les cendres. Il a des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. Et il a la réputation d'être absolument implacable quand il pense qu'un officier a menti. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de tout avouer maintenant, de prendre vos responsabilités et d'espérer la clémence. Nous nous en tenons à notre déclaration. Alors que Dieu vous aide, car je ne pense pas que je le pourrai. Lundi matin, 9 heures. Manon entra dans le bâtiment de l'IGPN au centre-ville, une structure de béton gris qui abritait les opérations de surveillance du département. Elle n'y était jamais entrée auparavant. Les officiers ordinaires évitaient l'IGPN comme la peste. Être convoqué ici signifiait que votre carrière était en sursis. Le hall était stérile. Murs blancs, néons, chaises en plastique dur. Une réceptionniste derrière une vitre pare-balles vérifia son identité et la dirigea vers le 3e étage. Girard avait son rendez-vous à 10 heures. Ils s'étaient mis d'accord pour ne pas se parler avant les entretiens, pour ne pas être vus ensemble, pour garder tout séparé. Le trajet en ascenseur ressembla à une descente aux enfers. 3e étage, long couloir, salle 307. Manon frappa et une voix lui dit d'entrer. La salle d'interrogatoire était petite et froide. Une table, 3 chaises, une caméra dans le coin avec un voyant rouge d'enregistrement. Nicolas Leroy était assis de l'autre côté de la table avec 2 autres enquêteurs. Une femme d'une 40aine d'années, noire, à l'expression sévère. Un homme d'une 30aine d'années, blanc, prenant des notes. Le visage de Leroy était encore visiblement contusionné. Sa lèvre avait cicatrisé, mais la décoloration restait. Il portait un costume différent aujourd'hui, gris anthracite avec une chemise blanche et une cravate bleue. Il ressemblait à ce qu'il était, quelqu'un en position d'autorité, quelqu'un qui tenait l'avenir de Manon entre ses mains. « Agente Manon Dubois, veuillez vous asseoir. » La voix de Leroy était formelle, professionnelle, totalement dépourvue d'émotion. Ceci est une enquête administrative formelle sur les événements de vendredi dernier, sur la D42, à environ 15 heures. Cet entretien est enregistré. Vous avez le droit à une représentation syndicale. Manon fit un signe de tête vers la porte. Mon représentant est au courant de cette réunion. Très bien. Voici l'enquêtrice Sandrine Chen et l'enquêteur Antoine Martinez. Ils assisteront à cette enquête. Avant de commencer les questions, je dois vous lire vos droits. Vous avez l'ordre de coopérer à cette enquête administrative. Vos déclarations ne peuvent pas être utilisées contre vous dans une procédure pénale, mais votre refus de répondre peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation. Comprenez-vous ? Oui. Leroy ouvrit un dossier sur la table. J'ai examiné votre rapport d'incident de vendredi. J'aimerais que vous me racontiez les événements avec vos propres mots. Commencez par le début. Manon répéta son histoire pour ce qui sembla être la 100e fois, le contrôle routier, le feu arrière fissuré, le comportement de Leroy, son refus d'obtempérer, son mouvement soudain vers sa veste, sa peur, sa réaction. Elle garda une voix stable,
des détails cohérents. Quand elle eut fini, le roi ouvrit un autre dossier. Agent Dubois, je vais vous montrer quelques preuves, et j'aimerais votre réaction. Il fit glisser une photographie sur la table. Elle montrait le visage de le roi, contusionné et ensanglanté, pris à l'hôpital. Cela vous semble-t-il cohérent avec quelqu'un qui a cherché une arme? Il était agressif. J'ai dû contrôler la situation. Le roi fit glisser une autre photo. Celle-ci montrait la scène de loin. La voiture de patrouille de Manon, la Mercedes de le roi et, à l'arrière-plan, clairement visible, la berline de Monique Duval. L'horodatage indiquait 15h09, 6 minutes après que Manon eut initié le contrôle. Donc, ce témoin est arrivé 6 minutes après le début de l'altercation, pas après que tout soit terminé comme vous l'avez affirmé. La gorge de Manon se serra. J'ai pu me tromper sur l'heure exacte. Les choses se sont passées vite. Le roi sortit une tablette et la tourna vers elle. Il appuya sur play. Des images vidéo filmées depuis la voiture de Monique Duval. L'angle était un peu éloigné, mais l'audio était d'une clarté cristalline. Manon entendit sa propre voix, dure et méprisante. Les gens comme vous connaissent toujours leurs droits, n'est-ce pas? Elle entendit la réponse calme de le roi. Elle s'entendit faire des commentaires sur l'argent de la drogue et les voitures volées. Et puis, clairement visible malgré la distance, le poing de Manon s'abattant sur le visage de le roi. La vidéo continua, montrant Manon forçant le roi à se mettre à terre. Le montrant obéissant à chaque ordre. Aucune résistance, aucune agression, aucun geste vers une arme, juste une obéissance accueillie par la violence. Le roi mit la vidéo en pause. Ceci a été enregistré par la juge fédérale à la retraite Monique Duval. Elle a fourni une déclaration sous serment décrivant ce dont elle a été témoin. Souhaitez-vous réviser votre version des faits? Manon sentit tout s'effondrer. Je me suis senti menacé. Il a tendu la main vers son téléphone. Le roi sortit un autre équipement. C'est intéressant. Saviez-vous que de nombreux véhicules de luxe sont désormais équipés de systèmes de caméras embarqués? Les systèmes Tesla et Mercedes sont particulièrement sophistiqués. La Mercedes que je conduisais avait une caméra embarquée. Elle a enregistré l'audio de toute notre interaction. Il lança un autre enregistrement. La voix de Manon emplit la pièce. Chaque mot qu'elle avait dit, chaque commentaire raciste, chaque menace, chaque mensonge sur ce qui se passait. Et puis la voix de le roi, calme et claire. Agent Dubois, matricule 7429. Vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre carrière. Souhaitez-vous expliquer ces enregistrements, agent Dubois? Manon ne pouvait pas parler. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Les preuves étaient accablantes, indéniables, damnantes. Le roi se pencha légèrement en avant. Je n'ai même pas encore abordé les preuves médicales. Ou l'analyse de votre itinéraire de patrouille montrant que vous étiez à 5 km de votre zone assignée. Ou les registres de maintenance montrant que votre caméra de bord fonctionnait parfaitement et que vous l'avez désactivée manuellement avant le contrôle. Ou votre historique disciplinaire. 3 plaintes précédentes pour usage excessif de la force, toutes classées sans suite. 2 procès réglés par le département, tous deux impliquant des automobilistes noirs. Un schéma d'interpellation problématique dans les quartiers noirs aisés. Manon, ce n'est pas une situation de parole contre parole. C'est une affaire avec des preuves accablantes de faute professionnelle. Maintenant, je vais vous donner une seule occasion de réviser votre déclaration, de dire la vérité, de prendre vos responsabilités, car si vous continuez à mentir, si vous continuez à vous en tenir à un faux rapport, les conséquences seront bien pires. L'esprit de Manon s'emballa. Si elle admettait avoir menti, elle était finie. Carrière terminée. Accusation pénale. La prison, peut-être. Mais si elle s'en tenait à son histoire, si elle maintenait sa version. Le roi sembla lire dans ses pensées. Je devrais également mentionner que le commandant Girard est interrogé dans la pièce voisine en ce moment même. D'ici la fin de la journée, j'aurai vos 2 déclarations et je saurai si vous avez coordonné vos histoires. Manon prit sa décision, la mauvaise, poussée par l'orgueil et la peur. Ma déclaration reste la même. Je me suis senti menacé. J'ai utilisé la force appropriée. Le sujet était combatif. Tout ce qui figure dans mon rapport est exact. Le roi ferma lentement ses dossiers.
Très bien. Cet entretien est terminé. Vous serez informé de nos conclusions et de toute action ultérieure. Vous êtes toujours en congé administratif. Ne contactez pas le commandant Girard. Ne discutez de cette affaire avec personne, sauf votre représentant syndical. Comprenez-vous? Oui. Alors que Manon se levait pour partir, le roi parla une dernière fois. Agent Dubois. J'enquête sur les fautes policières depuis 28 ans. J'ai vu des officiers faire des erreurs. J'ai vu des officiers qui avaient peur, qui étaient mal formés ou qui agissaient de bonne foi dans des circonstances difficiles. J'ai recommandé des conseils, des formations, une supervision. J'ai aidé des officiers à s'améliorer. Mais j'ai aussi vu des officiers qui abusent de leur pouvoir, qui ciblent les gens en fonction de leur race, qui mentent pour couvrir leurs actions. Ces officiers, je les ai retirés des forces de l'ordre de manière permanente. Vous aviez une chance aujourd'hui de faire partie de la première catégorie. Vous avez choisi la seconde. Manon quitta la pièce et se dirigea vers l'ascenseur sur des jambes qui la tenaient à peine. Quand elle atteignit le parking, elle vit Girard appuyé contre sa voiture, le visage cendré. Il la vit et secoua la tête. Ils n'eurent même pas besoin de parler. L'enquêtrice Chen s'approcha de Manon avant qu'elle ne puisse atteindre sa voiture. Agent Dubois, je dois vous informer que vous êtes en état d'arrestation. Elle brandit des menottes et Manon sentit le monde basculer. Pour quel chef d'accusation? Agression, rédaction d'un faux rapport de police et violation des droits civiques. Vous avez le droit de garder le silence. Tandis que Chen lui lisait ses droits, Manon vit des visages aux fenêtres du bâtiment de l'IGPN qui regardaient, enregistraient. Sa carrière ne s'était pas simplement terminée. Elle avait explosé de manière spectaculaire, à la vue de tous. La maison d'arrêt de Caen sentait le désinfectant industriel et le désespoir. Manon était assise dans une salle d'entretien, vêtue d'une combinaison orange, non plus l'agent Dubois, mais la détenue Dubois. Non plus la personne avec l'autorité, mais la personne qui y était soumise. Sa mise en examen avait été humiliante. Se tenir devant la juge Françoise Lefebvre, entendre les charges lues en audience publique, des photographes au fond de la salle capturant chaque instant. Les nouvelles locales s'en étaient emparées immédiatement, policière arrêtée pour agression sur un superviseur de l'IGPN, une vidéo montre une attaque raciste, une policière accusée de violation des droits civiques. Sa caution fut fixée à 50 000 €. Stéphane la paya en utilisant leurs économies, le visage crispé de colère et de trahison. Ils se parlèrent à peine sur le chemin du retour. Girard appela cet après-midi-là. Il avait craqué. Confronté aux mêmes preuves, il s'était effondré en moins d'1 heure et avait tout raconté, la coordination des histoires, les mensonges dans les rapports, l'historique de Manon en matière de contrôle problématique dont il avait été témoin et qu'il n'avait jamais signalé. En échange d'une coopération totale, le département lui offrit une suspension sans révocation et l'immunité contre les poursuites pénales. Il perdrait tout de même 1 an de salaire et aurait une mention permanente dans son dossier, mais il conserverait sa pension et éviterait la prison. Je suis désolé, Manon. Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas tout perdre. Tu avais promis qu'on resterait solidaires. Je sais. Mais ils avaient tout. Vidéo, audio, rapports médicaux. Ce n'était pas ma parole contre la sienne. C'étaient mes mensonges contre des preuves documentées. Et j'ai une famille. La voix de Girard se brisa. Je suis désolé, mais je devais protéger ma famille. Manon raccrocha et jeta son téléphone à travers la pièce. Au cours des 2 semaines suivantes, sa vie se désintégra au ralenti. L'histoire dominait les informations locales. Des détails plus accablants émergeaient chaque jour. L'IGPN publia un rapport résumant les 14 ans de carrière de Manon. 8 plaintes pour usage excessif de la force, 3 confirmées. 15 plaintes pour profilage racial, 5 confirmées. 2 procès fédéraux réglés discrètement par le département, tous 2 impliquant des hommes noirs qui alléguaient que Manon avait placé des preuves et utilisé une force excessive. Thierry Petit se manifesta le premier. Il possédait une chaîne de stations de lavage, homme d'affaires prospère, pilier de la communauté. 3 ans plus tôt, Manon l'avait arrêté pour un feu arrière cassé. Elle avait fouillé sa voiture sans son consentement, prétendant avoir trouvé un petit sachet de cocaïne dans la boîte à gants. Petit insista sur le fait que la drogue avait été placée. Il engagea un avocat, contesta les accusations,
mais accepta finalement un accord de plaidoyer pour éviter le risque de prison. L'accusation de possession de cocaïne resta sur son casier judiciaire, lui coûta des opportunités commerciales, endommagea sa réputation. Maintenant, avec le schéma de comportement de Manon exposé, il voulait justice. Je savais qu'elle avait mis cette cocaïne-là. Je n'avais jamais touché à la drogue de ma vie. Mais qui va croire un homme noir plutôt qu'une policière? Maintenant, tout le monde peut voir ce que je savais depuis le début. C'est une criminelle avec un insigne. Camille Martin se manifesta ensuite. Elle avait 24 ans maintenant, travaillait comme infirmière, mais à 19 ans, elle avait été arrêtée par Manon pour avoir prétendument grillé un stop. Manon l'avait soumise à une fouille dégradante sur le bord de la route, à la vue de tous, prétendant qu'elle correspondait à la description d'une suspecte. La fouille n'avait rien donné. Camille avait déposé une plainte qui avait été classée sans suite. Elle raconta aux journalistes son expérience, les larmes aux yeux. Elle m'a fait sentir comme si je n'étais rien, comme si j'étais moins qu'humaine. J'ai été humiliée, violée, et ensuite le service m'a dit que ma plainte n'était pas fondée. Combien d'autres sont là, qui ne se sont pas manifestés parce qu'elles savaient que personne n'écouterait? D'autres victimes émergèrent. Un étudiant, un livreur, un père arrêté alors qu'il emmenait ses enfants à l'école. Tous noirs, tous décrivant des expériences similaires avec Manon, contrôles agressifs, commentaires racistes, fouilles sans motif. Certains avaient déposé des plaintes qui n'avaient abouti à rien. D'autres avaient eu trop peur des représailles. Les témoignages accumulés peignaient un portrait que Manon reconnaissait à peine mais ne pouvait nier. Le service de police du Calvados, déjà sous enquête du ministère de la Justice, fit face à un nouvel examen. Le syndicat de police défendit initialement Manon, publiant des déclarations sur la procédure régulière et la présomption d'innocence. Mais à mesure que les preuves s'accumulaient, que la vidéo devenait virale en ligne, que des manifestations commençaient devant le commissariat, le syndicat retira discrètement son soutien. Manon devint radioactive. D'anciens collègues traversaient la rue pour l'éviter. Ses amis cessèrent d'appeler. Ses parents, retraités sur la Côte d'Azur, lui dirent de ne pas venir leur rendre visite jusqu'à ce que l'affaire se tasse. Stéphane s'installa dans la chambre d'amis et cessa de porter son alliance. Son avocate, une commise d'office nommée Nathalie Moreau, tenta de négocier un accord de plaidoyer. Le procureur proposa un marché, plaider coupable à des accusations réduites, agression simple et rédaction d'un faux rapport. 3 ans de sursis, des travaux d'intérêt général, la renonciation définitive à sa certification de police, des excuses publiques, pas de prison ferme. Manon refusa. Je ne dirai pas que je suis coupable de racisme. Je ne m'excuserai pas d'avoir fait mon travail. J'ai fait une erreur, d'accord, mais je ne suis pas raciste. Moreau la regarda avec une patience épuisée. La vidéo vous montre en train d'utiliser des insultes raciales. Plusieurs victimes décrivent un schéma de comportement. Les preuves sont accablantes. Si vous allez au procès, vous perdrez et la peine sera bien plus lourde. Je veux un procès. Je veux raconter ma version. Il n'y a plus de votre version. Il y a les preuves. Et les preuves disent que vous avez ciblé des gens en fonction de leur race, abusé de votre autorité et menti à ce sujet. Acceptez l'accord. Manon refusa de nouveau. La date du procès fut fixée 6 semaines plus tard. Le roi profita de l'élan pour faire passer des réformes qui étaient bloquées depuis des mois. L'incident devint un catalyseur. Le conseil municipal, confronté à l'attention nationale et à la pression publique, approuva des mesures qu'il avait refusées pendant des années. Caméras piétons obligatoires pour tous les officiers, sans exception, avec des mesures disciplinaires immédiates pour l'équipement désactivé. Politique d'usage de la force révisée, mettant l'accent sur la désescalade. Un comité de surveillance citoyen avec pouvoir de citation à comparaître et autorité pour enquêter sur les plaintes. Un examen indépendant de tous les incidents d'usage de la force. Une formation obligatoire sur les préjugés implicites pour tous les officiers, conçue et dispensée par des membres de la communauté et des experts universitaires. L'interdiction des contrôles au faciès dans certaines circonstances. L'obligation pour les officiers de fournir une documentation écrite du consentement pour les fouilles. Une base de données publique des plaintes et des mesures disciplinaires contre la police. Les réformes furent nommées la loi Nicolas Leroy sur la responsabilité policière. Lors de la cérémonie de signature,
Le roi se tint aux côtés du maire et parla de changement systémique. Il ne s'agit pas d'un seul officier. Il s'agit d'une culture qui a permis à la faute d'un officier de se poursuivre sans contrôle pendant 14 ans. Soit nous changeons cette culture, soit nous trahissons chaque personne que nous avons juré de servir. Manon regarda la cérémonie aux informations depuis son salon, seul. Stéphane était au travail. Les enfants étaient à l'école, bien que Chloé ait complètement cessé de lui parler, et Léo ne communiquait que par monosyllabes. Sa maison ressemblait à un tombeau. 3 jours avant le procès, sa fille, Chloé, frappa à la porte de sa chambre. C'était la première fois qu'elle se parlait vraiment depuis des semaines. « Maman, je peux entrer ?»« Bien sûr, chérie. » Chloé s'assit sur le bord du lit, le visage tourmenté. « Je dois te dire quelque chose. Et tu vas être très en colère. » L'estomac de Manon se noie. « Qu'est-ce que c'est ? » Le directeur adjoint Leroy m'a contacté par l'intermédiaire de son avocat. Il voulait savoir si j'avais des informations sur ta conduite, sur des choses que tu disais à la maison. Chloé, tu n'as pas fait ça. Je leur ai donné des SMS d'il y a 2 ans. Manon sentit le sang quitter son visage. Quel message ? Tu te souviens quand tu as arrêté ce type, celui avec la BMW, et que tu es rentré à la maison en faisant des blagues à ce sujet au dîner. Sur la façon dont tu l'avais remis à sa place, sur le fait que les gens comme lui devaient apprendre le respect. J'ai envoyé un SMS à mon ami à ce sujet. J'ai texté mon ami pour lui dire à quel point ça me mettait mal à l'aise, que je pensais que tu étais raciste, mais que je ne savais pas quoi faire. Manon fixa sa fille. Tu leur as donné des preuves contre moi. Tu es ma mère et je t'aime, mais ce que tu as fait est mal, et je ne peux pas te protéger des conséquences de tes propres actions. Chloé se leva, les larmes coulant sur son visage. J'espère que tu te feras aider, maman. Vraiment. Parce que la personne que tu es devenue n'est pas quelqu'un que je reconnais. Elle partit et Manon resta seule dans sa chambre, comprenant enfin que même sa propre famille la voyait comme la méchante de l'histoire. Le procès dura 8 jours. L'accusation présenta des preuves accablantes. La vidéo de Monique Duval montrant l'agression. L'audio de la caméra embarquée de Leroy capturant les commentaires racistes de Manon. La documentation médicale des blessures de Leroy. Le témoignage de Monique Duval, qui décrivit ce dont elle avait été témoin avec l'autorité morale de quelqu'un qui avait passé 30 ans sur un siège de juge fédéral. Le témoignage de Leroy, calme, factuel et dévastateur. Girard témoigna à contre-cœur, son malaise visible, décrivant comment Manon l'avait convaincu de falsifier son rapport. Les autres victimes témoignèrent, Thierry Petit, Camille Martin, 6 autres qui avaient subi les abus de Manon pendant 14 ans. Chacun décrivant un schéma si cohérent qu'il ne pouvait être une coïncidence. L'avocate de Manon tenta de plaider qu'elle avait agi par peur, que les décisions prises en une fraction de seconde dans des situations dangereuses ne devaient pas être jugées avec le recul, mais la vidéo rendait cette défense impossible. Il n'y avait aucun danger sur ce parking. Juste un homme noir obéissant aux ordres et une policière blanche l'attaquant. Les SMS de Chloé scellèrent l'affaire. Manon plaisantant sur le fait de remettre les noirs à leur place. Manon utilisant des insultes avec désinvolture à la maison. Manon se vantant des contrôles qui humiliaient les gens. Les messages créèrent une fenêtre sur l'état d'esprit de Manon qu'aucune défense ne pouvait surmonter. Manon témoigna pour sa propre défense, contre l'avis de son avocate. Elle essaya d'expliquer la promotion qui lui avait été refusée, le stress du travail, comment le calme de Leroy l'avait fait se sentir méprisé. Cela sonna exactement comme ce que c'était, des excuses. Le contre-interrogatoire du procureur fut chirurgical. Donc vous avez agressé le directeur adjoint Leroy parce que vous vous êtes senti méprisé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit que son calme vous avait fait vous sentir méprisé. On dirait que vous étiez offensé qu'un homme noir ne soit pas intimidé par votre autorité. Objection. Rejeté. Répondez à la question, agent Dubois. J'ai senti qu'il ne prenait pas la situation au sérieux. La situation où vous le fouillez illégalement sans motif, où vous faisiez des commentaires racistes. Cette situation ? Je faisais mon travail. Votre travail consiste à agresser des citoyens coopératifs ? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous avons la vidéo de ce qui s'est passé exactement. La vidéo vous montre en train de frapper un homme non armé qui avait les mains levées.
Un homme qui est maintenant votre superviseur. Un homme qui a consacré sa carrière à arrêter des officiers comme vous. Avez-vous des remords pour vos actions? Je regrette que la situation ait dégénéré. Regrettez-vous de l'avoir frappé? Je regrette que la force soit devenue nécessaire. La force n'était pas nécessaire. Vous avez choisi la violence. Vous avez choisi de cibler M. Le roi à cause de sa race. Vous avez choisi de mentir à ce sujet. Et vous avez choisi de maintenir ces mensonges même face à des preuves irréfutables. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma de faute professionnelle et de racisme. Objection acceptée. Passez à autre chose, monsieur le procureur. Le procureur passa à autre chose, mais le mal était fait. Manon quitta la barre des témoins en sachant qu'elle avait échoué, en sachant que le jury voyait clair dans chacune de ses dérobades. Le jury délibéra pendant 2h47. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Agression au 2e degré. Faux rapport de police. Violation des droits civiques en vertu de la loi fédérale. La juge Lefebvre fixa la sentence 2 semaines plus tard. Manon resta assise dans la salle d'audience, engourdie, alors que la juge refusait sa demande de mise en liberté sous caution en attendant la sentence. Vous n'avez montré aucun remords. Vous avez continué à maintenir de fausses déclarations. Vous représentez un danger pour la communauté que vous avez juré de protéger. Placé en détention. Manon fut menottée dans la salle d'audience et conduite par une porte latérale. Elle vit Stéphane dans la galerie, le visage indéchiffrable. Elle vit Chloé, les larmes coulant sur son visage. Elle vit le roi, son expression neutre, ni triomphante ni sympathique, regardant simplement la justice suivre son cours. La sentence tomba un matin froid de fin octobre. Manon se tint devant la juge Lefebvre et eut une dernière chance de parler. Je veux dire que j'ai consacré ma vie au service public. J'ai essayé de protéger ma communauté. J'ai fait des erreurs, mais je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. La juge Lefebvre la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Agente Dubois, les preuves montrent que vous n'avez pas fait d'erreur. Vous vous êtes engagé dans un schéma systématique de discrimination raciale pendant plus d'une décennie. Vous avez ciblé des personnes vulnérables, violé leurs droits, puis utilisé votre position pour éviter toute responsabilité. Lorsque vous avez finalement été confronté à quelqu'un qui avait l'autorité de vous arrêter, vous avez répondu par la violence. Et même maintenant, vous décrivez vos actions comme des erreurs plutôt que des choix. Le tribunal vous condamne à 3 ans à la maison d'arrêt de Caen, suivi de 5 ans de probation surveillée. À votre libération, vous êtes définitivement interdite d'emploi dans les forces de l'ordre. Vous participerez à un suivi psychologique obligatoire pour les préjugés raciaux et la gestion de la colère. Vous effectuerez des travaux d'intérêt général dans des organisations qui soutiennent les victimes de fautes policières. Manon vacilla légèrement, s'agrippant à la table. 3 ans dans la même prison où elle avait l'habitude d'amener des suspects. L'ironie était écrasante. Elle fut enregistrée et transférée dans la section des femmes de l'établissement. Les autres détenus surent immédiatement qui elle était. Une ancienne flic, la pire chose qu'on puisse être en prison. Elle fut placée en quartier d'isolement pour sa propre sécurité. 23 heures par jour dans une cellule, 1 heure de promenade seule. Le premier mois fut un enfer. Manon passait ses journées à tout rejouer, cherchant le moment où elle aurait pu faire un choix différent. Mais la vérité était qu'il y avait eu 1000 moments, 1000 occasions d'être meilleure, et elle les avait toutes manquées. La prison exigeait la participation à des programmes de réhabilitation. Manon fut obligée d'assister à des séances de conseil sur les préjugés raciaux, de gestion de la colère, de sensibilisation à l'impact sur les victimes. Elle résista au début, assise dans le groupe, silencieuse et pleine de ressentiment. Mais lentement, sans aucun endroit où se cacher et rien pour la distraire, l'énormité de ce qu'elle avait fait commença à la pénétrer. Elle lut les déclarations d'impact des victimes correctement pour la première fois. Les lut vraiment, non pas en les parcourant pour l'exposition légale, mais en absorbant la douleur qu'elle avait causée. Thierry Petit décrivant comment les preuves placées avaient détruit sa réputation, lui avaient coûté des affaires, avaient fait de lui un suspect dans sa propre communauté. Camille Martin expliquant le traumatisme durable d'avoir été violée et humiliée, comment elle se sentait toujours en danger près des policiers, comment cette seule rencontre avait changé sa relation avec l'autorité pour toujours.
L'étudiant qui avait abandonné ses études à cause de l'anxiété que le contrôle de Manon avait déclenchée. Le père dont les enfants faisaient encore des cauchemars en se souvenant avoir vu leur père menotté sans raison. Des dizaines de vies endommagées. Des dizaines de personnes qui ne se sentiraient plus jamais entièrement en sécurité à cause de ses actions. La colère et la défensive qui avaient soutenu Manon commencèrent à se fissurer. 6 mois après le début de sa peine, elle écrivit des lettres à ses victimes, n'attendant pas de pardon, n'essayant pas de minimiser ce qu'elle avait fait, reconnaissant simplement leur douleur et assumant sa responsabilité. La plupart restèrent sans réponse, mais Camille Martin répondit. 3 pages décrivant ce que l'agression et les mensonges de Manon lui avaient causé, la thérapie, les nuits blanches, la peur. Et puis, dans le dernier paragraphe, je ne vous pardonne pas. Peut-être que je ne le ferai jamais. Mais je reconnais que vous essayez de comprendre ce que vous avez fait. C'est plus que ce que vous m'avez donné lors de ce contrôle routier. Cette lettre brisa Manon d'une manière que la condamnation n'avait pas réussi à faire. Elle se vit enfin clairement. Pas une agente dévouée faisant son travail, pas une victime des circonstances ou de la politique, mais quelqu'un qui avait utilisé son pouvoir pour nuire aux gens à cause de la couleur de leur peau. Quelqu'un qui avait perpétué le racisme parce que cela lui donnait un sentiment de puissance. Quelqu'un qui était devenu exactement ce qu'elle avait toujours prétendu ne pas être. 14 mois après le début de sa peine, Manon reçut une lettre d'une organisation appelée l'Initiative de justice réparatrice. Il facilitait les dialogues entre les délinquants et les victimes lorsque les 2 parties étaient consentantes. Nicolas Leroy s'était renseigné pour savoir si Manon serait intéressée à participer. Manon fixa la lettre pendant 3 jours avant de répondre. Oui. La session de justice réparatrice fut programmée un mardi après-midi dans une salle de conférence du bâtiment administratif du département. Manon y fut transportée menottée, vêtue de vêtements de prison, accompagnée de 2 gardes. Elle était incarcérée depuis 18 mois et avait changé, plus mince, des mèches grises dans ses cheveux qui n'étaient pas là avant, des rides autour des yeux aux nuits blanches. La médiatrice était une femme nommée Dr. Sylvie Dupont, une psychologue spécialisée dans la réconciliation raciale et la justice réparatrice. Elle expliqua soigneusement le processus. Il ne s'agit pas de pardon. Il s'agit de compréhension. M. Le roi veut comprendre qui vous êtes et pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Vous avez l'occasion d'assumer vos responsabilités sans vous défendre, de répondre honnêtement. Pouvez-vous le faire? Manon hocha la tête, la gorge serrée. Je vais essayer. Le roi arriva 10 minutes plus tard. Il portait des vêtements décontractés, un pantalon kaki et une chemise. Son visage avait complètement guéri. Aucune trace visible de la contusion que Manon lui avait laissée. Il la regarda sans colère ni satisfaction, juste avec curiosité. Ils s'assirent à une table, le docteur Dupont entre eux. Nicolas, voulez-vous commencer? Le roi se pencha légèrement en avant. Agent Dubois, j'ai enquêté sur des centaines de cas de fautes policières au cours de ma carrière. J'ai vu des officiers qui avaient peur et prenaient de mauvaises décisions. Des officiers mal formés qui ne savaient pas mieux. Mais en examinant votre dossier, j'ai vu quelque chose de différent. Un schéma qui remontait à des années. Et je voulais comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui vous a poussé à cibler des gens qui me ressemblent? Manon s'était préparée à ce moment. Mais les mots sortirent difficilement. Je pensais que je faisais mon travail. Je pensais que je protégeais les gens. Mais la vérité, c'est que j'étais en colère. J'avais l'impression d'avoir travaillé dur toute ma vie et de n'avoir jamais obtenu ce que je méritais. Et quand je voyais des gens, des noirs, qui semblaient réussir, confiants, ou qui avaient des choses que je voulais, ça me mettait en colère. J'avais l'impression qu'ils ne méritaient pas ce qu'ils avaient dû tricher d'une manière ou d'une autre ou bénéficier d'un traitement de faveur. Alors, j'ai utilisé mon insigne pour les remettre à leur place, pour leur rappeler que j'avais du pouvoir sur eux. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Le roi les absorba sans réaction. Savez-vous pourquoi je suis devenu policier? Non, monsieur. Mon père a été battu par la police lors d'une marche pour les droits civiques en 1968. Il avait 17 ans, manifestant pacifiquement pour le droit de vote. 3 policiers l'ont attaqué avec des matraques, lui ont cassé les côtes, fracturé le crâne. Il a survécu, mais il n'a plus jamais été le même. Les lésions cérébrales dues au coup l'ont empêché de travailler la majeure partie de sa vie.
Ma mère a élevé 5 enfants tout en s'occupant d'un mari handicapé. Nous avons grandi dans la pauvreté parce que des policiers ont décidé que mon père ne méritait pas la dignité. La voix de Leroy resta stable, mais Manon vit l'émotion en dessous. Je suis devenu flic parce que je voulais prouver que la police pouvait être différente, que l'insigne pouvait signifier protection au lieu d'oppression, que les officiers pouvaient servir toutes les communautés de manière égale. J'ai passé 28 ans à essayer de réformer les forces de l'ordre de l'intérieur. Et puis vous m'avez frappé au visage pour conduite en étant noire. Manon sentit les larmes qu'elle retenait depuis 18 mois se libérer enfin. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé pour ce que je vous ai fait, avouez à tous les autres. Je ne peux pas l'effacer. Je ne peux pas rendre les années que j'ai prises ni guérir le traumatisme que j'ai causé. Mais je veux que vous sachiez que je le vois maintenant. Je vois ce que j'étais et j'essaie de devenir quelqu'un de différent. Leroy hocha lentement la tête. Que allez-vous faire de cette compréhension? Quand vous sortirez, que se passera-t-il? Je ne sais pas encore. Je sais que je ne serai plus jamais policière. Je ne le mérite pas. Mais peut-être que je peux faire quelque chose qui compte. Peut-être que je peux aider d'autres officiers à éviter de devenir ce que j'étais. La séance dura 3 heures. Ils parlèrent de l'enfance de Manon, du ressentiment de son père envers les politiques de discrimination positive qu'il accusait d'être la cause de sa perte d'emploi, du racisme ordinaire qu'elle avait absorbé et jamais remis en question. Ils parlèrent de la carrière de Leroy, des officiers qu'il avait révoqués, de ceux qu'il avait aidés à se réhabiliter. Ils parlèrent des victimes, des vies endommagées, des communautés traumatisées. À la fin, le docteur Dupont demanda si l'un d'eux voulait dire quelque chose pour conclure. Leroy regarda Manon directement. Je ne vous pardonne pas. Ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas quelque chose que vous avez encore mérité. Mais je reconnais que vous faites le travail. C'est plus que ce que la plupart des officiers dans votre situation ne font jamais. Continuez à le faire. Pas pour moi, mais pour les gens que vous rencontrerez à l'avenir. Manon hocha la tête, incapable de parler. La séance se termina et Manon fut ramenée à la maison d'arrêt. Mais quelque chose avait changé. Elle avait affronté la personne qu'elle avait le plus blessée et y avait survécu. Elle avait assumé ses responsabilités sans excuse. C'était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite, et la plus importante. Elle continua le processus de justice réparatrice avec d'autres victimes. Toutes ne voulurent pas participer, mais certaines le firent. Thierry Petit accepta une séance 3 mois plus tard. Ce fut brutal. Il décrivit en détail comment les preuves placées avaient détruit sa réputation commerciale, lui avaient coûté des contrats, avaient fait de lui un suspect dans sa propre communauté. Manon écouta sans se défendre, absorbant la douleur qu'elle avait causée. Camille Martin participa à un échange écrit, pas prête pour un dialogue en face à face, mais désireuse de communiquer. Ses lettres étaient brutes et honnêtes, décrivant l'impact durable d'avoir été violée par quelqu'un en position d'autorité. Manon répondit à chacune, ne demandant jamais pardon, reconnaissant simplement le mal. 2 ans après le début de sa peine, Manon fut transférée dans un programme de semi-liberté. Elle passait ses journées à travailler dans une association qui aidait les anciens détenus à se réinsérer dans la société. L'ironie ne lui échappa pas. Elle était maintenant de l'autre côté, subissant la stigmatisation et les obstacles auxquels les personnes qu'elle avait arrêtées étaient confrontées. C'était une leçon d'humilité. La directrice de l'association, une femme noire nommée Isabelle Blanc, qui avait passé 5 ans en prison pour une infraction non violente liée à la drogue, devint le mentor de Manon. Isabelle avait transformé sa vie après sa libération, obtenu un diplôme en travail social, se consacrant à aider les autres. Un après-midi, Isabelle appela Manon dans son bureau. J'ai reçu un appel de l'Académie de police nationale. Ils mettent à jour leur programme de formation, ajoutant une section sur les préjugés implicites et l'abus d'autorité. Ils veulent que quelqu'un qui l'a vécu s'adresse aux cadets, quelqu'un qui peut parler honnêtement de la façon dont les officiers deviennent ce que vous êtes devenus. Ils ont demandé si vous seriez intéressé. Manon la fixa. Ils veulent que je parle de mes crimes. Ils veulent que vous parliez de la façon dont vous les avez reconnus, avez assumé vos responsabilités et avez changé. Tout le monde n'a pas cette chance. La plupart des officiers dans votre situation s'enfoncent, restent sur la défensive pour toujours. Vous avez fait quelque chose de différent. Ça n'effacera pas le mal que vous avez causé, mais ça pourrait en empêcher à l'avenir.
Manon accepta. Sa première intervention eut lieu à l'Académie de police nationale 6 mois avant sa libération. Face à une salle de cadets, elle raconta son histoire sans minimiser ni excuser, décrivit le racisme qui avait motivé ses actions, les victimes qu'elle avait blessées, les mensonges qu'elle avait dits, le moment où elle avait agressé Nicolas Leroy et les conséquences qui avaient suivi. Les cadets écoutèrent en silence. Pendant la période de questions, un jeune cadet noir leva la main. « Que voulez-vous que nous retenions de cela ?» Manon réfléchit attentivement. « Que l'insigne vous donne un pouvoir sur la vie des gens. La façon dont vous utilisez ce pouvoir compte plus que tout. Et que le racisme, ce ne sont pas seulement des insultes et des croix gammées. Ce sont les suppositions que vous faites, les gens que vous considérez comme des menaces, la façon dont vous traitez quelqu'un en fonction de la couleur de sa peau. J'ai détruit des vies parce que je n'ai jamais examiné mes propres préjugés. Ne faites pas mon erreur. » Elle donna cette conférence une douzaine de fois au cours de l'année suivante. Chaque fois, c'était un peu plus facile à dire et un peu plus difficile à vivre, car dire la vérité signifiait y faire face à plusieurs reprises, et la vérité était laide. Manon fut libérée de la maison d'arrêt de Caen un mardi matin d'avril, 2 ans et 3 mois après sa condamnation. Elle avait bénéficié de remises de peine pour bonne conduite, participé pleinement à chaque programme de réhabilitation, terminé ses dialogues de justice réparatrice. Elle sortit sous le soleil de printemps, portant une boîte d'effets personnels et des vêtements donnés. Stéphane n'était pas là pour la chercher. Ils avaient finalisé leur divorce 1 an plus tôt. Il avait été civil, mais clair, il ne pouvait pas réconcilier la personne qu'il avait épousée avec la personne qu'elle était devenue. Il avait déménagé avec Chloé et Léo dans une autre région, pour prendre un nouveau départ. Manon comprenait. La relation de ses enfants avec elle était compliquée. Léo était venu la voir quelques fois, des conversations maladroites à travers le plexiglas. Il avait 17 ans maintenant, allait bientôt passer son bac, prévoyant d'étudier l'ingénierie. Il était poli mais distant, encore en train de digérer le fait d'avoir une mère qui était une criminelle condamnée. Chloé n'était pas venue du tout, mais 6 mois plus tôt, elle avait envoyé une lettre. Elle n'était pas chaleureuse, mais pas complètement fermée non plus. Elle parlait de commencer l'université, d'étudier la réforme de la justice pénale, de vouloir réparer le système qui avait permis à sa mère d'abuser de son pouvoir pendant si longtemps. « Je fais ça à cause de toi », écrivait-elle. « Pas pour te rendre fier, mais parce que quelqu'un doit s'assurer que ce que tu as fait ne se reproduise pas. Peut-être qu'un jour on pourra parler. Mais pas encore. » Manon avait pleuré en lisant cette lettre. C'était plus qu'elle ne méritait. Isabelle Blanc vint chercher Manon à la prison et la conduisit à un foyer de réinsertion dans la banlieue. Petite chambre, salle de bain partagée, règles strictes sur les couvre-feux et les contrôles, mais c'était un début. Manon trouva un emploi dans l'association d'Isabelle, aidant les anciens détenus à naviguer dans la réinsertion. Le travail était humble et nécessaire. Elle comprenait maintenant ce à quoi les personnes qu'elle avait arrêtées avaient été confrontées, les barrières, la stigmatisation, la difficulté de se reconstruire. Elle vivait tranquillement, frugalement, se consacrant à la réparation là où c'était possible. Les conférences continuaient. Académie de police, groupe communautaire, cours de justice pénale à l'université. Manon devint un exemple vivant à ne pas suivre. Quelqu'un qui avait touché le fond et qui remontait, non pas vers la rédemption, mais vers l'utilité. Elle ne demandait pas le pardon de son public. Elle demandait leur attention et leur volonté d'apprendre de ses échecs. 5 ans après l'incident sur la D42, le département du Calvados organisa un événement communautaire pour célébrer les réformes de la police. La loi Nicolas Leroy sur la responsabilité policière avait transformé le service. Les plaintes pour usage excessif de la force avaient chuté de 63%. La confiance de la communauté dans la police, mesurée par des enquêtes annuelles, s'était considérablement améliorée. Les incidents d'usage de la force impliquant des personnes de couleur avaient fortement diminué. Les réformes fonctionnaient. Manon assista à l'événement non pas comme invitée, mais comme bénévole, arrivant tôt pour aider à installer les chaises et les tables. Elle portait des vêtements civils, pas d'insigne, pas d'autorité, juste quelqu'un qui aidait. La plupart des gens à l'événement ne la reconnurent pas. Ceux qui le firent gardèrent leur distance. Leroy était l'orateur principal. Manon regarda du fond de la salle alors qu'il parlait de changements systémiques, de la façon dont un incident avait catalysé des réformes qui auraient dû avoir lieu des décennies plus tôt,
du travail continu pour construire la confiance entre la police et les communautés. Quand le programme officiel se termina, les gens se mêlèrent. Manon resta au fond, se préparant à partir discrètement. Mais le roi la repéra. Il s'approcha et les gens s'écartèrent, sentant quelque chose d'important. Agent Dubois. Monsieur le roi. Il ne s'était pas parlé depuis la séance de justice réparatrice 3 ans plus tôt. Le roi la regarda attentivement. J'ai entendu dire que vous donniez des conférences dans les académies. J'essaie de faire quelque chose d'utile de mon expérience. C'est bien. Ce travail est important. Ils restèrent un moment dans un silence gêné. Puis le roi reprit la parole. Je veux que vous sachiez quelque chose. Ce que vous m'avez fait, l'agression et les mensonges, c'était personnel. Ça m'a blessé. Mais ça m'a aussi donné le levier dont j'avais besoin pour faire passer des réformes qui étaient bloquées depuis des années. Votre faute est devenue le catalyseur du changement. Ça n'excuse pas ce que vous avez fait, mais ça signifie que quelque chose de bien est sorti de quelque chose de terrible. Manon sentit les larmes menacées, mais les retint. J'aimerais pouvoir l'effacer. J'aimerais avoir été meilleur depuis le début. On ne peut pas effacer le passé. On ne peut qu'essayer de faire mieux à l'avenir. Faites-vous mieux? Chaque jour. C'est difficile. Mais j'essaie. Le roi hocha la tête. C'est tout ce que n'importe qui d'entre nous peut faire. Il tendit la main. Manon la fixa un instant, puis la serra. Sa poignée était ferme, professionnelle, ni amicale ni hostile, juste une reconnaissance. Alors que le roi s'éloignait, un jeune officier s'approcha de Manon. Il était noir, la vingtaine, portant son uniforme avec une fierté visible. Agent Dubois? Manon se tendit, s'attendant à de la colère ou une confrontation. Oui. Je suis l'agent Enzo Rodriguez, le neveu d'Olivier Girard. J'ai rejoint les forces de l'ordre il y a 2 ans à cause des réformes. Parce qu'elles ont rendu possible pour quelqu'un comme moi d'être flic en toute sécurité. Manon cligna des yeux, surprise. On étudie votre cas à l'académie. Ça fait partie de la formation obligatoire sur l'usage excessif de la force et les préjugés raciaux. Et je voulais vous dire merci. Manon n'aurait pas pu être plus stupéfaite. Me remercier pourquoi? D'avoir accepté d'être l'exemple à ne pas suivre. De parler honnêtement de ce que vous avez fait de mal. Beaucoup d'officiers auraient simplement purgé leur peine et disparu, mais vous vous êtes levé et avez dit, j'ai fait cette chose terrible et voilà pourquoi vous ne devriez pas la faire. Cela demande du courage et c'est important. À cause de l'enquête sur votre conduite, à cause des réformes qui ont suivi, je me suis senti assez en sécurité pour devenir officier. Mon oncle Olivier me parle du service avant les changements. Je n'aurais pas rejoint ce service-là. Mais celui-ci, avec la responsabilité, la surveillance et la formation, celui-ci, je peux en être fier. L'agent Rodriguez lui serra la main et s'éloigna, laissant Manon debout dans le centre communautaire, en train de digérer ce qui venait de se passer. Sa chute, ses crimes, son humiliation publique étaient devenus par inadvertance le catalyseur qui avait amélioré la police. Non pas à cause de ses intentions, mais malgré elle. Elle sortit du centre communautaire dans la douce soirée. Le soleil se couchait sur le Calvados, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. Manon avait tout perdu, sa carrière, son mariage, sa réputation, des années de sa vie en prison. Mais elle avait aussi gagné quelque chose. La compréhension, la responsabilité, une chance d'aider à empêcher les autres de devenir ce qu'elle avait été. Elle ne serait plus jamais policière, et elle l'acceptait. Elle passerait le reste de sa vie à réparer le mal qu'elle avait causé, sachant que ce ne serait jamais assez, mais le faisant quand même. La flic raciste qui avait agressé son futur patron était devenue quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, un exemple édifiant qui avait réellement changé le système. La justice avait pris une forme inattendue, non seulement une punition, mais une transformation. Manon se dirigea vers l'arrêt de bus, retournant au foyer de réinsertion, à sa petite chambre, à sa vie tranquille et à son travail continu de réparation. Elle avait touché le fond et remontait, non pas là où elle avait été, mais vers quelque chose de différent, de meilleur, d'honnête. Et c'était plus qu'elle n'osait espérer en ce terrible après-midi sur la D42, quand elle avait fait un choix qui lui avait tout coûté et qui, paradoxalement, avait donné à la communauté quelque chose dont elle avait besoin depuis des décennies, la preuve indéniable que le changement était nécessaire,
et l'élan pour enfin l'atteindre.